Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment fascinant, mais curieusement presque absent du débat public. Derrière les gros titres qu'on voit passer en boucle sur les problèmes de recrutement ou l'explosion des arrêts maladie dans le secteur public, il y a une véritable crise invisible. C'est l'épuisement pur et simple des cadres intermédiaires. Et on va voir ensemble que c'est absolument crucial parce que ça menace, tout en silence, l'équilibre de nos organisations. Allez, on plonge directement là-dedans. Pourquoi craque-t-il? La toute première chose qu'il faut absolument déconstruire ici, c'est ce vieux mythe de la fragilité personnelle. Ce n'est pas un manque de résilience ou un problème d'organisation individuelle. Pas du tout. Les retours du terrain sont sans appel. On est face à une défaillance purement structurelle. En fait, c'est la machine elle-même, avec sa complexité et ses exigences qui s'empilent, qui crée cette fatigue. Bref, c'est un problème collectif de l'organisation tout entière, pas un échec personnel. Pour bien comprendre tout ça, voici notre feuille de route. On va d'abord aborder cette fameuse crise silencieuse, puis on va décortiquer les causes réelles de cet épuisement, ensuite on regardera l'impact concret sur l'organisation, pour enfin se concentrer sur des solutions RH qui tiennent vraiment la route. Première étape donc, cette crise managériale silencieuse. Et croyez-moi, c'est devenu un enjeu hautement stratégique, c'est loin d'être un simple dommage collatéral. Pendant longtemps, on a un peu balayé cette fatigue sous le tapis. Mais aujourd'hui, le constat est saisissant. J'adore cette image des managers vus comme de véritables amortisseurs organisationnels. Imaginez un cadre littéralement coincé dans un étau. D'en haut, bam, on se prend toutes les décisions institutionnelles, les coupes budgétaires, les réformes. Et d'en bas, il faut absorber toutes les tensions du terrain, les angoisses des équipes. Le manager, au milieu, fait le grand écart tous les jours pour éviter que le système ne s'effondre. Et forcément, ça use. Et pour maintenir la machine à flot, regardez un peu tout ce qu'on leur demande de faire en même temps. Il faut être gestionnaire RH, puis animateur d'équipe, accompagnateur du changement, garant juridique, relais politique, pilote budgétaire, médiateur social. Et tiens, pourquoi pas soutien psychologique tant qu'on y est? Rien qu'en faisant la liste à cette vitesse, on a le vertige, non? C'est une surcharge cognitive délirante. Demander à une seule personne d'exceller dans les rôles aussi contradictoires, c'est tout bonnement impossible. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième partie, les causes de cet épuisement. Qu'est-ce qui fait monter la température de cette cocotte minute organisationnelle? Et ça illustre parfaitement les forces écrasantes qui compressent les managers publics aujourd'hui. On en compte 4 principales. Les injonctions contradictoires, la charge émotionnelle, le nouveau rapport au travail et l'insécurité juridique. Ce n'est pas juste avoir beaucoup de dossiers, c'est subir une pression qui vient de tous les côtés en même temps. Prenons d'abord la surcharge relationnelle et émotionnelle. Dans le service public, le cœur du métier, c'est l'humain. Les managers passent un temps fou à gérer des conflits, des fragilités psychologiques, de l'absentéisme. C'est un travail qui vide littéralement les batteries de l'empathie. Et le vrai problème, c'est qu'ils doivent encaisser tout ça sans avoir le moindre espace sécurisé pour souffler ou vider leur sac. C'est le principe de l'éponge. On absorbe, jusqu'à être complètement saturé. Ensuite, on a un énorme choc des cultures. C'est la collision frontale entre une culture traditionnelle, très hiérarchique, très technique, et de nouvelles attentes qui débarquent en force. Les nouvelles générations arrivent, elles veulent du télétravail, de la flexibilité, de l'autonomie, du sens au quotidien. Et là, ça coince. Pourquoi? Parce que beaucoup de managers ont été promus presque uniquement sur leurs compétences techniques. Face à ces nouvelles exigences purement comportementales, ils se retrouvent complètement démunis. Il y a aussi un facteur très insidieux, la montée de ce qu'on appelle le management défensif. Aujourd'hui, les procédures RH sont un tel casse-tête et le risque de se prendre une plainte est tellement élevé que les managers sont tout simplement tétanisés. Ils ont peur de recadrer ou de trancher un conflit. Du coup, tout est figé. C'est une peur constante de la faute procédurale et ça, psychologiquement, c'est un boulet supplémentaire à traîner. Alors, que se passe-t-il quand nos fameux amortisseurs finissent par céder? C'est notre troisième partie, l'impact sur la machine tout entière. C'est un véritable effet domino et il est implacable. Tout part de l'épuisement du manager. Un encadrant sur les rotules prend de moins bonnes décisions, la communication se dégrade, bam, deuxième domino, le climat social en prend un coup, les tensions montent dans l'équipe, ce qui nous amène au troisième domino, la démobilisation générale, avec souvent l'absentéisme qui grimpe en flèche, et le clou du spectacle, la dernière étape, la crise d'attractivité. Plus personne ne veut postuler pour ces rôles de leader en voyant l'état dans lequel finissent ceux qui y sont. Mais attention, tout ça ne tombe pas du ciel du jour au lendemain, il y a toujours des signaux précurseurs. Une irritabilité soudaine, un retrait progressif des réunions, une tendance à vouloir tout micromanager soudainement, ou une incapacité à prendre des décisions toutes simples. Le danger absolu pour les RH, c'est de regarder ça et de se dire « Oh, c'est juste un coup de stress passager ». Surtout pas, ce sont les gyrophares rouges d'un effondrement imminent.
Passons à la suite pour voir comment tout ça s'articule vers l'avenir. On entre dans notre dernière partie, comment construire des solutions RH vraiment durables. Il faut une vraie stratégie de fond, en 4 étapes. 1. On arrête le déni, on reconnaît officiellement le problème pour tuer cette culture toxique du « il faut tenir à tout prix ». 2. On clarifie les priorités institutionnelles pour que tout ne soit plus perçu comme une urgence de vie ou de mort. 3. On repense concrètement la charge globale de travail. Et 4. On déploie un accompagnement qui tient sur la durée, pas juste un sparadrap temporaire. Et s'il y a bien une chose monumentale à retenir ici, c'est celle-ci. La simplification administrative, ce n'est pas juste un truc pour faire plaisir aux opérations ou à l'informatique. C'est un levier RH totalement sous-estimé. C'est littéralement une intervention de santé mentale. Alléger la bureaucratie, c'est une question de survie pour nos encadrants. Concrètement, sur le terrain, ça veut dire chasser la complexité sans aucune pitié. Ces fameux reportings redondants que personne ne lit jamais, on supprime. Les circuits de validation interminables, on coupe. Les procédures internes lourdes et les sollicitations inutiles, dehors. Chaque petite friction qu'on enlève, c'est de l'oxygène, c'est du temps précieux récupéré pour que le manager puisse enfin faire son vrai métier, accompagner des humains. Donc le point crucial, c'est d'arrêter avec ce vieux réflexe de la formation pansement. Vous savez, envoyer un manager 3 jours en stage théorique isolé en espérant que ça règle une crise structurelle, ça ne marche plus du tout. La réalité d'aujourd'hui exige un accompagnement continu. Ça veut dire donner des outils simples au quotidien, avoir une fonction RH hyper accessible au moindre blocage et de vrais systèmes d'alerte précoces. Au final, protéger ses encadrants, ce n'est plus juste une question de bien-être. C'est devenu un avantage stratégique massif. C'est tout bonnement le seul moyen d'assurer la continuité, l'adaptation et la performance du service public. Si on laisse la base managériale s'éroder en silence, c'est toutes les fondations de l'organisation qui finissent par s'écrouler. Ce qui nous amène à cette question finale, une réflexion qui devrait résonner dans tous les comités de direction. L'organisation protège-t-elle véritablement ses encadrants ? Prenez une seconde pour y réfléchir. Les structures en place sont-elles des soutiens ou juste des fardeaux invisibles de plus ? C'est sur cette vraie remise en question que s'achève notre exploration. Il est grand temps de revoir nos environnements de travail pour que le leadership redevienne enfin un moteur et plus une souffrance silencieuse.